Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue très chers amis pour cette nouvelle édition de votre émission Au risque de l'histoire. Au milieu du XVIIIe siècle, le pape Clément XIII remet en cause radicalement et globalement la philosophie des Lumières. Il le fait en 1776 très exactement dans son encyclique Le salut du peuple chrétien. L'œuvre de Rousseau, mais aussi celle de l'Encyclopédie, était ainsi mise à l'index, cette fameuse liste de livres dont la lecture était interdite par l'Église. Premier texte dogmatique d'un catholicisme intransigeant, Clément XIII biaise cependant notre lecture des rapports entre, d'une part, l'Église et d'autre part, le siècle des Lumières. L'émission, au risque de l'histoire, vous propose de considérer les événements autrement. Contrairement aux idées reçues, les papes du XVIIIe siècle étaient-ils aussi éclairés ? Rome était-elle toujours une capitale culturelle dans le sillage, en quelque sorte, de la Renaissance ? Les Lumières sont-elles d'ailleurs au centre des préoccupations de l'Église ? C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités, Alban Pialou et Olivier Endurand. Alban Pialou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes maître de conférence à l'université Sorbonne, à Sorbonne Université. C'est comme cela qu'on doit prononcer le nom, Sorbonne Université. Donc historienne, spécialiste de l'époque moderne. Vous avez publié récemment ce petit livre co-dirigé avec Olivier Endurand, paru chez l'éditeur universitaire Peter Lang, donc les forces de la modération, ligne politique ou commandement raisonné dans les crises politiques religieuses européennes 16e, 20e siècle, un 19e siècle, un titre un peu compliqué pour, au fond, nous allons y revenir, parler de ce qu'on appelle le tiers parti, les gens, les personnes modérées au sein des structures politiques et religieuses. Vous avez aussi participé à un livre qu'on a présenté chez notre partenaire storiavoce.com, Le Cardinal de Bernis. Donc il s'agit aussi d'un ouvrage collectif dirigé par Gilles Montègre, paru chez Talandier, donc Le Cardinal de Bernis, le pouvoir de l'amitié, et vous y montrez le rôle du Cardinal de Bernis lors du conclave de je ne sais plus quelle année, lors d'un des grands conclaves du siècle. Olivier Endurand, bonjour. Bonjour. Donc vous avez participé à ce livre sur les forces de la modération et vous avez publié aussi Les évêques de France face à l'unigénitus. Il s'agit de la condamnation des jansénistes. Que sont les jansénistes ? Qui sont les jansénistes ? C'est ce que nous allons voir, entre autres, au cours de cette émission. Donc, la grande affaire parue aux presses universitaires de Rennes. Il s'agit de votre thèse ? C'est ça, c'est la publication de ma thèse de doctorat. Voilà. Alors, je me tourne vers vous, Alban Pialou. Pour nous, Français, les Lumières forment un courant de pensée, une approche philosophique, et précisément une première approche nous amènerait à dire que le conflit était en quelque sorte inévitable entre d'une part les Lumières et l'Église. Or, pour préparer l'émission, je suis allé dans l'inévitable dictionnaire historique de la papauté de Philippe le Vilain, et on peut lire à l'article Lumière « Rien ne serait plus faux d'imaginer une guerre de tranchées entre les Lumières et les papes du XVIIIe siècle ». Là encore, le 19e est passé par là et a biaisé notre vision ? Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'il y a effectivement un effort à faire pour remettre en perspective les choses, sortir un peu de cette historiographie du 19e qui, de même que pour l'historiographie italienne, c'est la même chose avec le Risorgimento, on a vu à la lumière téléologique un peu du Risorgimento tous les siècles précédents, c'est un peu la même chose pour notre XVIIIe siècle. Il y a une façon, pendant longtemps au XVIIIe, de voir le XVIIIe siècle comme aboutissant inévitablement à la Révolution, et donc de relire tout ce qui s'était passé au XVIIIe siècle dans cette optique-là. Je pense que les historiens maintenant sont revenus sur cette grille interprétative, mais voilà, il ne faut pas se laisser prendre au piège. C'est la première réponse un peu à ce qui va dans le sens évidemment du dictionnaire de la papauté.
La deuxième chose, c'est qu'il y a sans doute un effort de définition à faire. C'est-à-dire opposer lumière et papauté. J'ai envie de dire, qu'est-ce que les lumières, qu'est-ce que la papauté? Alors, je pense qu'il faudrait plus que d'une émission pour y répondre. Mais, par exemple, je pense qu'il ne faut pas avoir un regard franco-français. Vous voyez que si on a un regard franco-français en voyant nos lumières françaises, les choses sont limitées et effectivement on peut tomber dans cette façon de voir un peu guerre de tranchées, alors que si on voit les lumières à l'échelle européenne, eh bien, si on regarde l'Aufklärung par exemple, c'est pas tout à fait la même chose. Donc une guerre de tranchées, non. L'expression qui nous fait penser tout de suite à quelque chose de durable, avec une préparation, avec des gens qui tiennent des positions pendant longtemps, non. Est-ce que, Olivier Endurant, au fond, la question janséniste, donc, voilà, qu'on va détailler pendant l'émission, elle est, pour le coup, là, il s'agit d'une guerre de tranchées par rapport à la philosophie des Lumières. D'un côté, on a la papauté et le jansénisme, et l'État et le jansénisme, et de l'autre côté, on a la philosophie des Lumières et la papauté. Bon, les deux conflits. Des deux conflits, le plus violent, c'est celui sur le jansénisme. Absolument. On résume habituellement le XVIIIe siècle en disant qu'il s'agit du siècle des Lumières. En fait, il faudrait davantage dire qu'il s'agit du siècle de l'unigénitus. Je pense qu'on en reparlera au cours de l'émission. C'est vraiment le conflit qui occupe le plus le public en termes de nombre d'ouvrages qui ont été publiés. C'est aussi le conflit qui est le plus violent et le plus durable, puisque la querelle janséniste commence dès le XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, elle irrigue vraiment l'ensemble des publications, mais aussi des débats intellectuels. Et à partir de 1750, on commence à avoir des points de rencontre entre les philosophes et les jansénistes. Alors Monique Cotterêts l'a très bien mis en valeur dans un ouvrage qui date de 1998 et qui s'appelait « Jansénisme au pluriel et Lumière ». Et Alban, tout à l'heure, me posait la question d'une définition des Lumières. Est-ce qu'il est possible de définir les Lumières? Est-ce qu'il est possible de définir la papauté? Je rajouterai une troisième question. Est-ce qu'il est possible de définir le jansénisme? Voilà. Donc les choses sont bien complexes. On va essayer de les simplifier pour nos téléspectateurs. Alban Kalou, qui sont les grands papes du XVIIIe siècle? Sont-ils des hommes de qualité, des hommes amoureux des arts, des lettres, bref, des hommes cultivés? Alors, on n'a pas tout à fait une dizaine de papes pour le XVIIIe siècle. Et eh bien, on a des profils assez différents, même très différents. Alors, par exemple, on a des papes pieux. Alors, ça pourrait paraître une évidence, mais on en a qui sont particulièrement pieux. Et par exemple, Benoît XIII, qui a été pape dans les années 1720, 1724 à 1730, est un dominicain qui, vous connaissez peut-être l'anecdote, s'était fait, dit-on, aménager une petite cellule dans le palais du Vatican pour continuer à garder vivre en cette moine. sainteté. Et donc voilà, on a ce modèle-là de pape, si je puis dire. Et puis oui, pour répondre clairement à votre question, oui, on a des grands papes, des papes très cultivés. On a des papes qui ont contribué, par exemple, au succès de la Bibliothèque Vaticane, à ce moment-là, qui est quand même connaît des grandes heures. On a des papes qui ont été des érudits, des papes qui ont bâti Rome aussi, continué à bâtir Rome. Par exemple, Clément XII. Clément XII, c'est les années 1730-1740, c'est le pape Corsini. Si vous allez à Rome, le Palazzo Corsini au bord du Tibre, et aujourd'hui en plus, il a été le siège de l'Accademia dei Lincei, qui est une des grandes académies romaines, mais du temps de Clément XII, son neveu, Neri Corsini, il a lancé une immense bibliothèque, donc qui rassemblait énormément d'ouvrages dès ce moment-là. C'est la Fontaine de Trévi aussi, bâtir la Fontaine de Trévi, et puis Benoît XIV. Voilà. Alors on va revenir sur Benoît XIV, parce qu'il a une place bien évidemment
très particulière, on va dire, pour nos téléspectateurs, que le Benoît XIV, c'est un peu le Jean-Paul II de l'époque, dans son aura. On peut parler de pape éclairé. Au XVIIIe siècle, il y a les despotes éclairés, Frédéric de Prusse, Catherine de Russie. On peut parler aussi de pape éclairé au XVIIIe siècle, Olivier Endurand, Alban Pialot. Je pense qu'Alban serait plus qualifié que moi pour répondre à cette question, mais en tout cas, on peut dire que les papes, enfin beaucoup de papes au XVIIIe siècle sont de grands intellectuels. On peut mentionner par exemple Clément XI, qui est le pape de la condamnation du jansénisme, qui, avant de devenir souverain pontife, était un traducteur de grec et de latin tout à fait remarquable, à tel point que certaines de ses traductions ont été reprises dans les Acta Sanctorum, ce qui est quand même un gage de qualité. D'autres prélats, je crois que c'est Clément XII, qui lui entretenait un salon dans le Palazzo Pamphili qui est sur la place Navone. Donc on a affaire à des gens qui sont quand même extrêmement cultivés, extrêmement intelligents. Est-ce que ce sont des despotes éclairés au sens des souverains que vous avez pu mentionner? Pour ma part, je ne trancherai pas. Alban Pialot? Un despote éclairé reste un despote, un pape éclairé reste un pape, si vous voulez. Donc il ne faut pas trop demander... Alors, en fait, depuis le XVIIe siècle, et notamment le pontificat d'Urbain VIII, on assiste à une seconde renaissance romaine et catholique. Est-ce que le mouvement de renaissance se prolonge au XVIIIe siècle à travers l'œuvre de ces papes? Oui, alors on pense à l'œuvre de Jean Delumeau, la seconde gloire de Rome. La seconde gloire de Rome, oui. Cette période-là. Un livre incontournable. Oui. Voilà. Donc oui, Rome reste encore une capitale culturelle. Alors, au sein de ce qu'on appelle depuis le XVIIe siècle la République des lettres, là aussi vaste sujet, il y a des concurrences. Paris a tenté, avec Louis XIV, de concurrencer justement cette Rome culturelle. Et au XVIIIe siècle, oui, Rome, je cherche à tenir le challenge, si je puis dire, et effectivement, Rome reste une capitale culturelle. Oui. On reste fasciné donc par le monde antique. Je crois que vous évoquez le cardinal français Melchior de Polignac dans un de vos articles, si mes souvenirs sont bons. Et Melchior de Polignac, c'est un personnage qui est amoureux du monde antique. Oui. Alors, un autre Polignac, un Polignac d'aujourd'hui, François de Polignac, qui est lui-même historien de l'art, avait organisé une exposition il y a pas mal d'années qui s'appelait le renouveau, la fascination de l'antique justement au XVIIIe siècle. Et évidemment, le cardinal de Polignac était une figure essentielle de cela. Oui, bien sûr, les collections d'antiques vont rester être très importantes tout le long du siècle. On n'a pas parlé des papes de la fin du siècle. Clément XIV et Pie VI sont ceux qui vont organiser en fait le musée qui est aujourd'hui connu sous le nom Pio Clementino. Au Vatican, donc qui sont des statues essentiellement tournées vers la statuaire. Donc du début à la fin du siècle, là il y a une constante sur l'Antiquité. Donc ça c'est pour les papes. Il n'y a pas que les papes. Et Rome continue effectivement d'attirer ce qu'on appelle les antiquaires, si vous voulez, pour des collections. Alors par exemple, je ne sais pas, l'abbé Barthélemy, par exemple, qui était garde des médailles du roi, qui est venu à Rome dans les années 1750. Il y a des fouilles archéologiques, bien sûr. Donc ça reste, effectivement. Mais il n'y a pas que ça, si je puis dire. Rome est capitale culturelle, mais pas seulement pour l'antique, même si l'antique demeure très important. Et c'est peut-être ce qui est le plus intéressant. Et là... je pense qu'il y a vraiment un apport historiographique depuis une vingtaine d'années, vraiment tout un renouvellement de l'histoire des sciences. Maria Pia Donato, Antonella Romano, Pierre-Antoine Fabre, enfin beaucoup d'autres historiens qui ont travaillé sur cette question-là. Et c'est très intéressant dans la perspective aussi des Lumières, parce que Rome est aussi une ville où les sciences ont beaucoup d'importance, où des savants viennent. N'oublions pas que c'est l'époque du Grand Tour aussi. Donc on a vraiment des voyageurs et des voyageurs savants, scientifiques qui viennent à Rome. Donc
Rome est aussi une capitale scientifique. On peut citer, vous avez cité l'ouvrage sur le cardinal de Bernis tout à l'heure, et justement ce que Gilles Montaigne, donc un peu en conduisant cette équipe, cette vaste équipe d'historiens, a prolongé ses propres travaux sur la Rome, et sa thèse était parue sous le titre « L'auberge de l'Europe ». L'auberge au carrefour de l'Europe, hein. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que, alors lui il parlait de Bernis, du palais d'ambassade de Bernis, qui accueillait vraiment des gens venus de toute l'Europe, des savants, des littéraires. Il y a à Rome également des institutions, des librairies, hein, très connues, donc il y a une circulation de livres, y compris des livres interdits, hein. Alors bien sûr il faut avoir des autorisations, mais qui circulent. Donc oui, Rome reste vraiment une capitale culturelle au XVIIIe siècle. Alors je voudrais qu'on s'arrête un peu sur ce pontificat particulier, Benoît XIV, qui est énormément, qui est traité en Italie, dans l'historiographie, dans les études italiennes, peut-être malheureusement moins en France. Pourquoi Benoît XIV se détache-t-il dans le siècle, et en quoi il est particulier dans la perception des Lumières ? Alors Benoît XIV, déjà, il a un pontificat assez long, hein, 1740-1758. Alors il n'est pas le seul, mais c'est quand même un pontificat long. 18 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc ça, c'est une première chose. Mais évidemment, beaucoup tient à la personnalité de Benoît XIV. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, il y a un livre qui m'avait beaucoup plu, en italien, qui s'appelait Benoît XIV humoristique. J'étais quand même assez intriguée. Et c'était un colloque très sérieux, hein, très sérieux d'historiens, et qui avait relevé cette petite spécificité de Benoît XIV, cette capacité à l'humour. Alors on n'est pas dans l'ironie mordante des philosophes, mais enfin, vous voyez, c'est déjà ce petit décalage, c'est ce regard sur lui-même, un petit peu sur ses actions, qui n'est pas si fréquent, je pense, dans les... surtout pour un pape à ce moment-là. Et plus sérieusement, Benoît XIV est un pape qui est un théologien, un canoniste, extrêmement cultivé dès sa jeunesse, qui, avant même d'être pape, hein, le cardinal Lambertini, a fréquenté les cercles savants, hein, de la Rome érudite, très tôt, dès sa jeunesse. Il a même croisé Montesquieu, hein, lors du séjour de Montesquieu en 1729. Voltaire lui envoie son livre. Alors ça, c'est encore autre chose. Donc effectivement, il y a ensuite, quand il est pape, ses rapports avec les philosophes, mais avant même, lui-même a écrit des ouvrages qui pourraient tout à fait rentrer dans ce qu'on vient de dire sur la Rome un peu capitale culturelle et même les sciences. Il a écrit un ouvrage sur les canonisations, et c'est un ouvrage absolument fascinant. Il y a le père Armogat, Jean-Robert Armogat, a travaillé, l'a mis en lumière de façon absolument passionnante cette question-là, de voir comment dans ce traité sur les canonisations, ce qui va intéresser Benoît XIV, c'est quasiment l'aspect médical, vraiment. Hein, voir ce qu'il y a de médical, donc comment un corps malade peut guérir ou pas, etc. Et donc il a un regard de médecin, et il y a une thèse de médecine qui a été faite à partir de cela. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il s'intéresse à l'homme. Et là, on arrive un peu à des préoccupations qui peuvent croiser celles des Lumières. Ce qui l'intéresse, là, pour le coup, c'est cette part humaine, et puis aussi la question mentale, qui est quand même assez nouvelle à ce moment-là, tout ce qui va être de l'ordre de ce qu'on n'appelle pas la psychologie. La psychologie du personnage, oui. Mais dans cet ouvrage-là, c'est tout à fait fascinant. Olivier Endurand ? Oui, je voulais juste ajouter à propos de ce livre de Benoît XIV que c'est une référence qui est connue, qui est déjà... très utilisé par un certain nombre de canonistes en France au XVIIIe siècle, et qu'on va continuer à l'utiliser dans les cercles catholiques jusqu'au début du XXe, et même encore jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc Benoît XIV, au-delà de son côté, effectivement, pape des Lumières, c'est aussi une référence dans le monde catholique pour son travail sur la canonisation et la béatification. Alors vous, dans ce livre, Les forces de la modération, vous lui consacrez un chapitre, et vous montrez, ce n'est pas un hasard qu'il se retrouve dans ce livre, que c'est un homme modéré, ce qu'on appellerait un tiers parti
entre les deux pôles qui s'opposeraient, les élantis ou les politicanti, eh bien se trouve ce personnage qui est un personnage, alors ça pourrait être péjoratif, mais un personnage du milieu. Oui. Alors, je ne sais pas s'il aurait aimé, lui, qu'on dise ça. Certainement pas. Mais, alors, c'est ce terme de tiers parti, bon, je pense qu'on ne l'aime plus trop aujourd'hui. Hein, les historiens le rejettent aujourd'hui, tout simplement parce que pour qu'il y ait un tiers parti, il faut qu'il y ait des partis déjà. Et le problème, c'est qu'on reviendra peut-être sur cette question-là plus tard, il n'y a pas vraiment de parti, si vous voulez, identifié. Le terme de tiers parti avait été utilisé par un historien, Émile Apolis, qui essayait de voir un peu... alors ce que nous on appellerait peut-être un courant, une mouvance, vous voyez, entre plutôt jansénistes et anti-jansénistes, en gros. Hein. Et donc Benoît XIV aurait été à la tête de ce mouvement. Alors, c'est vrai par certains côtés, hein, effectivement, parce que pour tout ce qu'on a déjà dit, parce qu'il est plutôt modéré. Le problème, c'est que au-delà de ses propres qualités intellectuelles, sa curiosité, son intérêt pour les négociations, il reste que cette modération, elle lui est souvent imposée, en réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément lui qui choisit d'être modéré, c'est la situation, la force des choses, les enjeux politico-religieux, qui viennent d'ailleurs de France en particulier, qui l'obligent. Hein, finalement, à faire des compromis. Mais lui-même passe sa vie à s'en plaindre, et à dire on m'oblige à faire des concessions, etc. Alors qu'il n'est pas forcément lui-même si porté à cela, mais il sait le faire. C'est ça sa grande qualité. Il sait le faire. Hein. Il sait effectivement faire des compromis, et peut-être qu'effectivement ce qui est très intéressant, c'est cette encyclique Ex Omnibus, qui est son œuvre, qui cherche à mettre fin à cette querelle terrible des billets de sacrement, hein, qui, là, on rentre dans les affaires jansénistes. Hein, et il est extrêmement malin, si je puis dire, parce qu'il réinvente quelque chose. Les encycliques, aujourd'hui, on en entend parler, on en lit. Hein. Oui. Le pape François a fait des encycliques très connues et qui sont lues. Ça paraît normal qu'un pape... donne des encycliques. Et là, c'est une nouveauté. Sauf que là, c'est une nouveauté. C'est qu'il réactive un mode de communication. Un mode de communication tout à fait nouveau. Et là, c'est à mon avis l'intelligence du personnage. En étudiant les négociations, c'est-à-dire vraiment voir comment s'est créé ce texte-là, on voit qu'il y a hésitation. Est-ce qu'il faut faire une bulle ? Mais alors, avec les difficultés qu'a fait la bulle Unigenitus, oula, c'est trop. Un texte trop important. Un simple bref aux évêques, c'est peut-être pas l'idéal, donc l'encyclique. Et il réactive, et là on voit le pape subtil et puis tout juriste également, et qui réactive ces encycliques, et après les papes vont toujours utiliser ce modèle de l'encyclique. Alors je me tourne vers vous, Olivier Endurant, parce qu'on parle du jansénisme, on va le définir, avec peut-être l'idée qu'au fond, est-ce que le jansénisme est un mouvement contestataire qui, en soi, fait le lit, à terme, de ce que sera la Révolution française ? Est-ce qu'il y a des origines religieuses à la Révolution française que l'on placerait dans le jansénisme ? Alors, les origines religieuses de la Révolution française, c'est le titre d'un livre de Del Van Clée, livre tout à fait passionnant. Mais réduire, ou faire du jansénisme la cause quasiment exclusive de la Révolution française, ça, non, bien évidemment. Là aussi, il y a une lecture rétrospective du XIXe siècle qui a beaucoup insisté là-dessus. Il y avait des forces qui se sont coalisées, si l'on veut, pour certains historiens au XIXe, donc les protestants, les jansénistes, les francs-maçons, évidemment les philosophes des Lumières, qui donc ont donné naissance à la Révolution. Aujourd'hui, plus aucun historien sérieux ne pourrait accepter un tel propos. Mais il est évident qu'il y a un certain nombre de jansénistes, ou de moins d'intellectuels ou d'ecclésiastiques reconnus comme tels. On ne se revendique jamais comme étant janséniste. On n'est jamais janséniste, on reste toujours catholique. Mais ceux qu'on qualifie régulièrement de jansénistes vont se retrouver parfois dans le camp révolutionnaire.
Mais là encore, il faut être nuancé et modéré. Tous les jansénistes ne sont pas favorables à la Révolution française. Certains vont partir en émigration et vont lutter très fermement et pied à pied contre la Révolution. Alors vous le dites, les jansénistes ne tiennent pas à être appelés jansénistes. D'où viennent ces jansénistes ? Alors l'histoire est extrêmement compliquée. J'aime bien citer cette petite maxime de Flaubert dans le dictionnaire des idées reçues. Le jansénisme, on ne sait pas ce que c'est, mais il est très chic d'en parler. Alors, bien évidemment, on va essayer quand même d'aller un petit peu plus loin que cette boutade. Le jansénisme apparaît au XVIIe siècle. Le terme est forgé sur le nom de l'évêque d'Ypres et aussi docteur de l'université de Louvain, Cornelius Janssen, donc dit Jansénus, qui publie un énorme traité, un très très gros in-folio de presque 1200 pages, qui s'intitule l'Augustinus et qui est donc une sorte de synthèse de la pensée augustinienne, mais une synthèse un peu particulière parce qu'elle entend être détaché de toutes les scories que la scolastique a pu amener à la pensée augustinienne. Donc en fait, c'est Augustin versus saint Thomas. C'est ça. Et la thèse, finalement les thèses de Jansénus pourraient se résumer à 2 ou 3 grandes idées. D'abord, une sorte de théologie de l'histoire. Il y a dans la production de Jansénus une lecture donc, de la querelle qu'Augustin a eue avec Pélage sur le libre arbitre, qui l'actualise et dont il fait en fait une sorte de relecture contemporaine, puisque ce serait une sorte de nouvelle vision du combat qu'il peut mener ou que certains de ses amis peuvent mener contre les molinistes, c'est-à-dire les théologiens proches du jésuite Molina. Et puis, vous avez ensuite une lecture extrêmement sombre de l'homme, un homme pécheur, marqué par le péché d'Adam, qui ne peut accéder au paradis que s'il reçoit une grâce totalement gratuite et efficace de Dieu. Sauf que cette grâce, évidemment, on ne peut pas savoir si on l'a ou si on ne l'a pas. Et tout ça nous amène à la pensée du philosophe Blaise Pascal, qui a œuvré pour les jansénistes. C'est un intransigeantisme, le jansénisme ? Oui, si on veut, c'est une forme de lecture très rigoureuse de la pratique religieuse, très rigoureuse de la grâce. Un des points communs de l'ensemble de ces gens qui se revendiquent comme jansénistes, ou en tout cas qui sont qualifiés de jansénistes, c'est une lecture très, très ferme de la pratique sacramentelle. On ne peut pas donner le sacrement à ceux qui n'ont pas été réconciliés auparavant, qui n'ont pas changé de vie. Et c'est un objet qui va donner lieu à des débats entre ceux qui seront plus favorables à un laxisme sacramentel, à une communion journalière, comme un certain nombre de jésuites, et ceux qui sont plus dans la lignée d'Antoine Arnauld, un des grands théologiens du mouvement au XVIIe siècle, qui publie un traité qui a été lu et très apprécié par le clergé de France, qui s'intitule « La fréquente communion » et dont le titre est évidemment une antithèse, puisque lui plaide pour une communion extrêmement réservée pour les saints. On ne peut pas donner le sacrement à ceux qui ne le méritent pas, au risque de le dévoyer. Mais donc, il ne s'agit pas d'une remise en cause des structures de l'Église ? Absolument pas. Absolument pas. Les jansénistes sont toujours de fidèles catholiques qui sont totalement soumis à Rome et soumis aux décisions dogmatiques du pape, jusqu'à une certaine limite, évidemment, quand ce pape pourrait rentrer en contradiction avec l'Évangile. En préparant cette émission, ce qui m'a surpris, c'est de voir qu'il y a toujours, et on le voit finalement à travers le jansénisme et ce mouvement, et il y en a d'autres de mouvements à l'époque, c'est qu'il y a une volonté de réforme toujours permanente dans l'Église. Quel est le rôle et le souvenir du Concile de Trente, donc 16e siècle? On a fait une émission avec Alain Talon et Nicole Lemaitre, je renvoie nos téléspectateurs à cette émission, mais est-ce qu'on veut se situer dans le sillage de ce qu'on appelle le tridentisme, du Concile de Trente, ou on tient à essayer de trouver d'autres formules d'expression religieuse, d'expression spirituelle, etc. Alban Pialou, pardon.
Oui, le Concile de Trente, de toute façon, c'est une référence. Ça, c'est évident, c'est la référence. Après, je pense que là, il va falloir ajouter à tout ce qu'Olivier vient de dire la dimension plus politique. Et là, on va arriver à répondre un peu à votre question. C'est-à-dire que l'aspect théologique, qui vient d'être expliqué, le temps passant, s'amenuise, on va dire, et passe un peu, je ne sais pas si on peut dire au deuxième plan, mais enfin, en tout cas, va de pair avec un aspect plus politique. Et donc là, on va revenir, déjà, sinon au Concile de Trente, déjà à l'idée même de concile, qui est absolument essentielle. C'est-à-dire que ce qui se passe peu à peu, vous avez dit que les jansénistes étaient très respectueux de la structure, mais il va y avoir une conjonction de différents mouvements qui vont faire que finalement, le conciliarisme va entrer dans le champ de leur réflexion. Et il faut ajouter au conciliarisme une dimension épiscopaliste. Pour un certain nombre de théologiens français en particulier, mais ils ne sont pas les seuls, l'évêque de Rome n'est qu'un évêque parmi d'autres. Et donc sa voix à l'intérieur du concile ne peut pas être infaillible, comme le prétendent un certain nombre de théologiens du XVIIe siècle, en pensant à Bellarmine par exemple. Et le concile s'impose aux yeux d'un certain nombre de jansénistes comme la seule instance qui dit la vérité de l'Église. Et donc le pape ne peut pas prétendre à l'infaillibilité comme il pouvait l'espérer, comme par exemple Clément XI l'espère en fulminant la bulle Unigenitus. Beaucoup d'évêques français lui dénient ce droit à l'infaillibilité pour se tourner vers le concile. Mais alors, pour compliquer la chose, parce que c'est vraiment un siècle qui en soi est compliqué, la critique de l'Église et de la papauté vient elle-même des milieux politiques et des États catholiques eux-mêmes. On sort en quelque sorte du modèle de Constantinien de collaboration entre l'Église et l'État, de collaboration entre les deux glaives, le glaive spirituel et le glaive temporel. Les États veulent en quelque sorte, le roi de France, l'empereur d'Autriche, veulent en quelque sorte reprendre la main sur ce qu'est l'Église. Oui, en réalité. Je pense qu'il faut faire attention, comme on le disait au tout début, aux mots qu'on utilise et parler d'État de façon un peu abstraite, comme on peut le faire après. Aujourd'hui, oui. Voilà. Ou d'Église, c'est la même chose, c'est très difficile. De quoi parle-t-on ? Est-ce que ce sont des États chrétiens ? La France, l'Espagne, etc. Est-ce que c'est l'État en tant qu'institution ? Et l'Église, c'est pareil, j'ai envie de dire. Quelle Église ? Est-ce que c'est l'Église tridentine avec le pape, donc l'organisation qu'on connaît ? Est-ce que c'est l'Église de France ? Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire, l'Église de France ? Et alors, rien qu'en donnant vous voyez, on a l'impression là qu'on a des fils, et qu'en tirant ces fils, on trouve des éléments, des crises qui vont agiter justement le XVIIIe siècle, Mais et pas seulement en France. Je me permets de vous couper. Comment se caractérisent ces crises ? Quels sont les points de désaccord entre, on dira, la papauté et au fond les États ? On parle de gallicanisme, on parle de joséphisme, toutes ces idées qui visent à créer des églises nationales comme l'a fait au fond l'Angleterre. Quels sont les points de désaccord ? Alors, je relisais un peu par hasard en préparant l'émission un article, mais alors, tout à fait éclairant, d'Alain Talon dans son Histoire du christianisme, qui était assez virulent à l'égard il secouait un petit peu les historiens français en disant mais il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez vu, c'est la notion de confessionnalisation. Alors, on en parle pour tout le monde, sauf pour la France. Et il appelait à relire justement le début de ces épisodes-là, la lutte, donc Louis XIV en gros, le règne de Ce qu'on appelle Louis la XIV. confessionnalisation, c'est le fait que l'État gère les affaires religieuses ? Voilà. Et donc, on en parle pour beaucoup de pays, mais finalement, en France, on n'a pas encore beaucoup creusé cette question-là. Et ça nous aide à comprendre les condamnations par le roi et par le pape du jansénisme en France.
finalement. C'est-à-dire que si Louis XIV veut condamner à ce point-là également le jansénisme, les condamnations terribles, chasser les religieuses de Port-Royal, et puis en appeler donc au pape pour cette fameuse bulle Unigenitus, c'est effectivement parce qu'il est le roi très chrétien, parce qu'il a fait la déclaration des 4 articles donc pour créer justement, valider, si je puis dire, cette Église gallicane, mais aussi parce que lui-même se sent, tenu de sauver les âmes des sujets qui lui sont confiés. Ça, c'est la dimension qu'on oublie peut-être un peu. On voit, par exemple, dans la révocation de l'édit de Nantes, un roi vieillissant, l'influence de Madame de Maintenon, mais c'est aussi le roi qui se sent tenu d'assurer le salut de ses sujets. Donc je pense que Alain Talon a appelé à revoir un peu cette notion-là qui paraît évidente, mais qui n'est pas tant que ça finalement dans l'historiographie. Et puis je pense qu'il ne faut pas négliger non plus le fait que les évêques sont nommés par le roi. En France, depuis le Concordat de Bologne, un siège ecclésiastique ne peut pas être pourvu si le souverain ne donne pas de candidat. Alors, il appartient évidemment au souverain pontife de donner la consécration épiscopale, d'accepter le candidat, mais c'est le roi qui nomme qui pourvoit au bénéfice. Donc, si vous nommez au bénéfice, vous attendez que la personne qui est élue évêque ou qui devient évêque d'un siège suivent une décision politique. Et j'avais rencontré, au moment où je faisais ma thèse, une phrase tout à fait éclairante d'un évêque, l'évêque de Vence, à qui on dit « il faut accepter la bulle Unigenitus ». Qui condamne le jansénisme. Il n'était pas particulièrement enthousiaste à cette idée-là, et il a cette phrase que je trouve tout à fait symptomatique « le roi le veut, il faut bien obéir ». Donc il y a une dimension extrêmement politique à la charge d'évêque, et on ne peut pas faire de la théologie quand on est évêque, sans avoir le regard du gouvernement derrière. Alban Pialot. Et donc on arrive à la formulation de quelque chose qui existe déjà, mais cette formulation ne cesse pas pendant tout le XVIIIe, c'est l'idée qu'il y a des maximes françaises et des maximes romaines. Et c'est ce vocabulaire-là que l'on lit dans les rapports entre la France et Rome pendant tout le XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution. Donc, les maximes françaises, en gros, c'est le gallicanisme, effectivement, ce qu'Olivier vient d'expliquer, et le roi de France, et tous ceux qui sont d'accord avec lui sur ce plan, condamnent ces maximes romaines, c'est-à-dire l'idée que le pape va prétendre à l'infaillibilité, non seulement en matière doctrinale, ça à la limite, pourquoi pas, mais dans le champ aussi de la juridiction, de la discipline, etc. Et alors là, effectivement... Est-ce qu'on assiste aussi, au fond, à un fossé qui se met en place entre cette église tridentine, héritée du Concile de Trente avec sa structure, et avec le pape à sa tête? Au fond, est-ce qu'on assiste à un pape isolé qui peu à peu se retire ou a moins d'influence qu'il ne pouvait en avoir avant, notamment sur le plan diplomatique? Oui, à contre-cœur, et forcé, etc. Moi, j'adore l'expression de Benoît XIV. Alors, on a une source merveilleuse qui est sa correspondance avec le cardinal de Tencin. C'est formidable pour les historiens parce qu'il raconte, vous voyez, il se livre un peu, il donne son point de vue sur l'évolution des choses et ce sont des plaintes terribles. Et une image qu'il convoque très souvent, il dit « mais je suis comme cette statue de Saint-Pierre », donc on connaît tous la statue dans Saint-Pierre de Rome, où... que les gens viennent baiser, lui baiser le pied, etc. Donc pour afficher cela, mais en réalité pour mieux lui tordre la main et lui forcer la main pour d'autres décisions. Donc il dit, voilà, on vient de me faire des grandes démonstrations, mais en réalité, on me force la main. Et donc ce ne sont que plaintes sur ces puissances, ce terme, c'est ces puissances qui réduisent la papauté. Alors effectivement, elles réduisent la papauté au champ spirituel, et essentiellement, ce qui va rester à la papauté, c'est la censure, les censures doctrinales. Voilà. Ce qui en soi n'est pas une image positive pour le coup, d'être réduit à un rôle de contrôle.
Voilà. Et tout ce qui va être, il ne faut pas oublier l'aspect temporel. Les possessions temporelles, les États de l'Église sont attaqués, traversés, tout au long du XVIIIe siècle. La suzeraineté sur Parme et Plaisance, ça fait un enjeu diplomatique pendant des années. Les troupes impériales qui traversent les États pontificaux. Sur le plan temporel, le pape, on pourrait presque déjà dire combien de divisions, si vous voulez. Ouais. C'est-à-dire que finalement, il n'a plus sa place dans les congrès internationaux. Il est passif, il finit par avoir un rôle passif dans tous les traités, les congrès internationaux du XVIIIe qui dissèquent un peu ces territoires. Et lui n'a pas son mot à dire finalement dans ce champ-là. Donc voilà, sur le champ du pape souverain, si vous voulez, effectivement, sa tiare chancelle, et donc il reste les questions doctrinales. C'est toute l'œuvre de Bruno Neveu, de Jean-Louis Quentin après, qui montre l'évolution du pontificat. C'est cette réduction, effectivement, du pontificat, mais à son grand dam. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il recherche à se recentrer sur ce rôle-là, c'est à son corps défendant, et parce que les puissances, politiquement, écoutent moins sa voix. Du coup, on assiste à une forme de repli intellectuel de la papauté. On n'a pas parlé des jésuites, mais en 1773, donc c'est la suppression des jésuites par Clément XIV. Est-ce que cette suppression, finalement, fait figure, est là comme un révélateur de ce repli intellectuel ? J'ai pas l'impression, parce que les jésuites sont déjà sur la sellette depuis très longtemps. Del Van Clé l'a bien montré dans un article tout récent. Et puis dans un ouvrage qui est maintenant plus ancien. En fait, les jésuites sont sous le coup d'un certain nombre d'accusations depuis le début du siècle. On peut penser à la querelle des rites chinois ou aux problèmes de mission. Et dans un ordre de choses plus proches, en France, en 1746, un jésuite qui s'appelle Pichon publie un petit traité qui s'en prend au grand Arnaud, qui s'en prend à la pratique sacramentelle d'Arnaud. Et ce qui a été tout à fait surprenant, c'est que tous les évêques de France, ou une grande partie des évêques de France, a pris la peine d'écrire un traité contre Pichon en disant mais il ne faut pas s'attaquer au grand Arnaud. C'est lui qui a la bonne pratique sacramentelle. Et donc d'avoir déjà été des missionnaires parfois un peu scrupuleux, d'avoir une pratique sacramentelle qui est attaquée, ce sont déjà des premiers jalons d'un recul de l'influence de la Compagnie de Jésus dans les sphères intellectuelles. Et donc tout ça s'envenime avec l'affaire des jésuites du Portugal, puis la condamnation des jésuites en France, puis en Espagne, au début des années 1760. Et en fait, la condamnation des jésuites par Clément XIV était quasiment une condition de son élection au souverain pontificat, puisque donc on avait demandé à ce que le pape, qui soit élu à la mort de Clément XIII, supprime les jésuites après une demande formulée par les rois Bourbons, Louis XV et le roi d'Espagne. Donc recul intellectuel, je ne suis pas persuadé, en tout cas soumis à une pression extrêmement forte qui l'empêche de faire totalement ce qu'il souhaite. Alban Kalou, je reviens vers vous sur le rôle d'une papauté qui condamne, qui est réduite en quelque sorte à ce rôle de juge, ce qui pose problème. Est-ce que c'est moins Voltaire et plus Rousseau ? Oui, en un sens. Alors je pense, en vous écoutant, à une phrase de Madame de Pompadour, qui elle-même était amie d'un certain nombre de philosophes, et qui, évoquant toujours Benoît XIV, on y revient, disait « mais c'est un pape, c'est formidable, c'est un pape philosophe ». Pape philosophe, mais c'est vraiment sa lettre à l'un des diplomates français à Rome, mais c'est un prêtre. Et c'est un peu ennuyeux. Et c'est un prêtre qui, en plus, nous fait des condamnations, etc., donc que personne ne lit. Il y a un petit peu tout dans cette phrase de Madame de Pompadour. C'est un pape philosophe, donc ça on admire, mais c'est un pape qui condamne, c'est moins bien, mais de toute façon, ça c'est important, ces condamnations finalement ne touchent pas plus que cela. Bon, alors cette phrase est intéressante. Alors après, revenons plus aux condamnations des Lumières. Alors
Voltaire, oui, Voltaire. Alors au départ, bien sûr, vous avez cité tout à l'heure, on n'y est pas revenu, Mahomet. Hein, donc Voltaire a dédié et dédicacé effectivement sa pièce Mahomet à Benoît XIV. C'était un peu une façon pour lui d'une petite revanche, parce que sa pièce s'était mal passée à Paris, et donc il a dédié avec des mots très beaux au pape cette pièce. Et Benoît XIV, on a la rencontre de deux intelligences, là, vraiment. Et Benoît XIV a répondu à Voltaire. Alors, on n'est pas complètement sûr qu'il ait vraiment répondu, mais enfin, je pense quand même que je ne m'avance pas trop en disant que c'est bien lui qui a fait cette réponse. Et la réponse est fort aimable et d'ailleurs porte sur des points de philologie, de scansion des vers latins. Donc on a un échange à ce moment-là et Voltaire est très fier, bien entendu, de s'en prévaloir. Et en même temps, chacun est gagnant, si vous voulez. Voltaire peut se prévaloir de cette lettre de Benoît XIV et en même temps, Benoît XIV peut dire « mais vous voyez, je suis très aimable avec Voltaire ». Bon, alors, ça, je crois qu'il y a quand même un tournant. Il y a un tournant entre cette période-là, ce Benoît XIV-là, et puis ensuite, ce qu'un pape, même éclairé, même Benoît XIV, ne peut quand même pas accepter. Donc là, on a effectivement ensuite un tournant avec les condamnations qui vont suivre. Alors Benoît XIV meurt en 1758, donc on ne va pas faire de l'histoire... on ne sait pas, fiction, est-ce qu'il aurait condamné je pense, en réalité, parce qu'il y a quand même des choses sur le plan théologique, sur le plan philosophique, qu'il aurait condamné. Donc c'est un peu facile peut-être de dire « ah, Benoît XIV n'a pas condamné ». Si, il y a des œuvres de Voltaire, pas Mahomet, mais d'autres qui avaient déjà été condamnés, il y en aura d'autres après. Donc voilà, après, effectivement, les condamnations des Lumières vont venir dans les années... dès 1758, 59, 66, etc. Donc là, on a un pape qui condamne, c'est avec Clément XIII, effectivement. Lire Voltaire, c'est avec ces sentiments d'une profonde vénération que je me prosterne et que je baise vos pieds sacrés. Ouais. Ça vaut quand même son pesant d'or. Olivier Endurand, vous vouliez réagir ? Oui, parce que ce problème de la condamnation des Lumières, il intervient d'abord en France. Rome n'est consultée qu'après. Et ce sont les évêques de France qui ont été les premiers à se saisir du problème philosophique, si je puis m'exprimer ainsi. Donc les évêques prennent leurs responsabilités. Voilà. Voltaire n'est pas un problème, parce que Voltaire, c'est un petit poète et un poète de l'exagération. Un poète qui en fait trop. Donc, il est ridicule et décrédibilisé par son simple style. Celui qui fait peur, c'est Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, c'est le philosophe qui a l'apparence du philosophe chrétien, mais, et ça c'est... l'évêque du Puy, Jean-Georges Lefranc de Pompignan, qui le dit avec beaucoup de crainte, mais il nie la révélation. Et donc, sous ces dehors de morale chrétienne tout à fait respectable, la profession de foi du vicaire savoyard est bien plus dangereuse que toutes les œuvres de Voltaire réunies. Ce sont on arrive peu à peu au terme de cette émission. Finalement, le siècle se termine. Alors, on a l'impression, en conclusion, peut-être que la papauté a su voir les Lumières jusqu'à un certain moment. Et après, les deux chemins se sont séparés. Ce sont deux universalismes qui sont amenés à s'opposer. Alors je pense que l'évolution vient aussi du fait de ce qu'avant les Lumières, ça n'existait pas en soi. C'est-à-dire que la papauté va peu à peu prendre conscience qu'il y a effectivement une unité entre des œuvres qui avaient pu être là, jusque-là condamnées, ou pas, ou en partie, et tout d'un coup, dans les années 1760, il y a une prise de conscience qu'effectivement, alors on parlait de guerre de tranchées en commençant cette émission, je ne sais pas si on peut réactiver le terme, mais là, ça va devenir un peu plus vrai, effectivement. Quand la papauté va prendre conscience qu'il y a un mouvement, si vous voulez. Mais ça vient pas avant les années 1760, je pense. Donc, un dernier mot, peut-être, Olivier Endurand ? La papauté a quand même été obligée de prendre en compte la philosophie des Lumières et d'ajuster son message. Et donc de prendre en compte aussi tout
tous les problèmes qui se sont posés dans le siècle. Et pour en terminer là-dessus, la querelle janséniste qui s'est répercutée donc de façon concomitante avec les Lumières en Autriche et en Italie a fait l'objet d'un certain nombre de condamnations en même temps que la Révolution française. Donc, pensons au bref de Pie VI de 1794. L'Église et la Révolution française, ça sera sûrement un thème d'une prochaine émission. Il me reste à vous remercier tous les deux d'être venus sur notre plateau. Vous avez dirigé cet ouvrage collectif, Les forces de la modération, Olivier Endurand donc, et Albiane Pialou. Olivier Endurand, votre thèse consacrée au fond à la France et aux évêques français et au jansénisme, donc les évêques français face à l'unigénitus, la grande affaire, parue aux presses universitaires de Rennes. Je ne sais pas si j'ai dit que c'était chez Peter Lang, éditeur, et aussi Albiane Pialou, vous avez participé à cet ouvrage sur le cardinal de Bernis, qui est un des grands cardinaux du XVIIIe siècle, un ouvrage paru chez Talandier sous la direction de Gilles Montègre. Donc, si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, le site internet de notre partenaire storiavoce.com. Pour préparer cette émission, nous l'avons cité au cours de cette émission, Del Van Clee, Les origines religieuses de la Révolution française 1560-1791, un livre paru chez Point Seuil Histoire. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Nous avons parlé d'Alain Talon et Nicole Lemaître. N'hésitez pas à vous rendre sur ktotv.com pour écouter, voir l'émission consacrée au Concile de Trente. Il y a d'autres émissions qui sont en lien avec cette émission. Je pense à l'émission sur les prélats d'État, qui sont ni plus ni moins que ces personnages qui marquent à la fois le XVIe, le XVIIe et le XVIIIe siècle, comme le cardinal de Bernis. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de votre émission Au risque de l'histoire. Merci à vous.